Selon le FMI, la Chine serait devenue la première économie mondiale en parité de pouvoir d'achat. Une performance qui peut être trompeuse en termes de puissance réelle. Selon les chiffres du même FMI, le PIB américain s'établirait à plus de 17,4 milliards de dollars en 2014 contre 10,3 pour la Chine. Une économie chinoise qui montre d'ailleurs des signes de décélération au moment où l'Amérique redécolle. Mais un empire du milieu qui affirme de plus en plus son rôle de grande puissance dans les négociations internationales. Pour faire le point sur la stratégie de la Chine sous la présidence de Xi Jinping, j'ai invité l'économiste Alain Boublil. Alain Boublil, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de retour de Chine. Quelle importance il faut accorder à ce chiffre un peu symbolique, la Chine, première économie mondiale en termes de parité de pouvoir d'achat? Je crois que le fait qu'elle soit la première ou la deuxième n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est la taille de l'économie chinoise, qui est considérable. Et quand on parle de la croissance chinoise, il ne faut jamais oublier, quand on la compare avec la croissance passée, il ne faut pas oublier que cette croissance, ce taux, s'applique à un volume, une taille de production qui aujourd'hui est considérable, et que donc c'est ça qui compte. C'est la taille de l'économie chinoise qui compte, plus que sa vitesse. Et je dirais, pour abonder dans votre sens, que ça veut dire que des opportunités absolument considérables pour les autres pays se présentent sur le marché chinois, mais que la Chine, aujourd'hui, a la politique et la diplomatie de sa puissance économique, ce qui est nouveau. On va revenir sur cette question de la puissance et de la diplomatie chinoise, mais tout d'abord, on parle beaucoup à l'heure actuelle de ralentissement, ou plutôt de décélération, devrait-on dire, de l'économie chinoise. Ça n'a pas beaucoup de sens. Le fait de savoir si la Chine fera 7,5 ou 7,2% de croissance par an n'a pas beaucoup de sens. Ce qui compte, c'est que la taille de 17 000 milliards de dollars ou de 10 000 milliards de dollars pour la Chine elle-même, comparée aux États-Unis, eh bien 7% de cette somme, c'est 700 milliards. Et ça, c'est absolument considérable, et c'est ça qui compte. Le fait que ça soit 700 ou 680 ou 725 n'a pas beaucoup d'importance. Oui, pour autant, la stabilité du régime repose en grande partie sur l'évolution des classes moyennes en Chine. On parle beaucoup du risque d'éclatement d'une bulle immobilière en Chine. D'ailleurs, les prix immobiliers ont baissé au cours du dernier trimestre. Est-ce que là, on n'a pas un risque de stabilité sociale, de menace sur la stabilité sociale? Je crois que le tort que l'on a quand on parle de la Chine, c'est qu'on essaye de transposer nos propres problèmes ou nos propres réflexes sur la société chinoise. Et ça, ce ne sont pas de bons raisonnements. Moi, ce pays me passionne. J'y vais tous les ans depuis 20 ans, à la fois pour le découvrir culturellement et pour comprendre ce qu'il devient. Et très sincèrement, ce n'est pas du tout en ces termes que se pose la question. Ce qui est la clé de la stabilité chinoise, c'est que les Chinois de demain, les enfants, vivent mieux que leurs parents, lesquels parents vivent infiniment mieux que les grands-parents. C'est ce que j'appelle la génération Mao, la génération Deng, et ensuite la jeune génération, les enfants d'aujourd'hui. Et quand vous les voyez dans les rues de Pékin ou dans le fin fond de la Chine, vous voyez des enfants qui sont comme les nôtres. Alors, cette Chine s'est bâtie sur un modèle low cost, d'atelier du monde. Est-ce qu'on n'est pas dans une phase où ce modèle est en train de se transformer? Si, et ça c'est extrêmement juste, et il faudrait beaucoup plus le faire savoir. C'est-à-dire que la Chine a démarré comme étant le sous-traitant. C'est-à-dire que les ateliers avec de la main-d'œuvre à très bas coût qu'on a vu à Shenzhen au milieu des années 80 et pendant 20 ans, puis un peu partout en Chine, qui fournissaient l'industrie américaine ou les grandes surfaces américaines, puis les industries européennes, voire japonaises. Ce modèle est en train d'évoluer parce que les Chinois ont appris et parce que les Chinois sont aujourd'hui tout à fait capables de produire des grands biens d'équipement. L'exemple de l'industrie ferroviaire est tout à fait passionnant à cet égard, font que, ou des télécommunications, qui font que demain, elles seront les grands concurrents de l'industrie américaine et des industries européennes. Mais c'est ce qui explique en partie cette décélération du commerce mondial, puisque
les pays occidentaux ont aussi tendance à raccourcir les chaînes de valeur et à moins sous-traiter en Chine. Bien entendu, la supply chain, l'optimisation de la supply chain qui passait par la Chine est en train d'évoluer parce que le niveau des salaires s'accroît, c'est moins intéressant et la Chine, en même temps que cette chaîne de valeur qui évolue, eh bien la société chinoise évolue, elle s'urbanise, ce qui est tout à fait nouveau pour un pays qui était fondamentalement rural et impérial. La ville n'était pas considérée comme un lieu sain et normal pour la civilisation chinoise de développement, alors que c'est le contraire aujourd'hui. Mais vous croyez en ce rattrapage aussi rapide de la frontière technologique ? Non, mais ça prendra du temps, mais il y a des progrès très importants, et comme le marché chinois est gigantesque, et que quand on a trouvé le bon partenaire et qu'on sait travailler, ce qui est compliqué, hein, et qu'on sait travailler avec un bon partenaire chinois, on peut faire des choses formidables. Il y a des exemples en France de réussite en coopération avec l'industrie chinoise qui sont tout à fait remarquables. Alors après ces décennies de miracles économiques chinois, on sent que la Chine veut affirmer son rôle de grande puissance internationale, non seulement en Asie, mais aussi dans le monde. Et il y a eu, au cours du mois de novembre, trois grands sommets importants. Le sommet de l'APEC qui réunit les 21 principaux pays d'Asie et de Pacifique. Le sommet de l'ASEAN, qui est en quelque sorte un petit marché commun de l'Asie du Sud-Est, dont la Chine ne fait pas partie, mais auprès duquel elle joue un grand rôle. Et puis il y a eu aussi le sommet du G20 à Brisbane. Quel bilan économique et stratégique vous tirez du rôle de la Chine et de la volonté de puissance de Xi Jinping à travers ces sommets? Alors, j'étais à Pékin à ce moment-là. Et donc, ce qui m'a frappé le plus, c'est l'autorité naturelle, le poids, l'influence majeure que le président chinois, que la Chine donc, avait sur tous ses interlocuteurs. Alors il faut bien voir que ça intervenait à un moment où les tensions avec le Japon étaient ce qu'elles étaient, que la Russie était confrontée avec la crise en Ukraine, que l'Europe au sommet de Brisbane était plutôt divisée et un peu sans parler beaucoup, et que le président américain Obama venait de perdre les élections. Donc effectivement, le seul qui était intact était le président chinois, et il était au centre du jeu, et c'est la première fois. Donc ça, c'est une réalité, mais il ne faut pas le prendre comme une menace, comme une inquiétude. La Chine, c'est l'empire du milieu, donc c'est une grande puissance, donc qu'elle retrouve... Mais alors justement, cet empire du milieu, c'était un empire qui était un peu replié sur lui-même, sur le contrôle de l'intérieur. Et on sent qu'il se tourne de plus en plus vers l'international. Oui. En est la preuve le retour de ces routes de la soie. Voilà. On peut même parler des nouvelles routes de la soie, oui. Mais cette fois-ci à l'initiative de la Chine. Mais ça a toujours été. Alors la route de la soie, pour nous, c'est sur les brochures touristiques. C'est-à-dire c'est anecdotique, ça fait rire tout le monde. La route de la soie, qui est il y a 2000 ans, c'est la première mondialisation. Et la Chine a été à l'origine de la première expérience de mondialisation. Et donc, dans la ligne de ce que je vous disais tout à l'heure sur le changement de profil de l'économie chinoise et sa capacité à exporter et à développer des produits de technologie, il faut des clients et des partenaires. Et donc c'est ce nouveau rôle que la Chine entend jouer, et l'ignorer serait tout à fait, ça serait une erreur profonde, et au contraire il faut à tout prix s'adapter à ça, comprendre, et y participer. Alors ces routes de la soie, pour bien préciser, pour nos spectateurs qui ne connaîtraient pas bien cette géographie, c'est des routes de la soie qui passent par voie ferrée vers l'Europe, vers l'Occident, et non pas vers les mers qui sont davantage contrôlées par la puissance américaine. La route de la soie, historiquement, ce sont les caravanes qui apportaient de la soie en Europe pour toutes les cours la soie et des épices. Et puis tout ceci s'est effondré au fil des siècles. Et aujourd'hui, il y a deux routes de la soie, deux nouvelles routes de la soie. L'une qui a pour objet de créer des liaisons ferroviaires vers l'Europe. Sur des milliers de kilomètres, sur jusqu'à Duisbourg en Allemagne. Sur des dizaines de milliers de kilomètres, n'est-ce pas? Mais en passant par la Russie.
Ce qui peut poser Ils problème. sont bien obligés de passer par la Russie, parce qu'ils ne savent pas par où ils pourraient passer d'autres, étant donné que la voie par l'Iran est très compliquée aujourd'hui. Mais justement, c'est posé comme une alternative. Une autre route de la soie qui éviterait la Russie, qui passerait par l'Iran, la Turquie. Non, mais on peut tout à fait imaginer ça, mais vu la situation en Iran aujourd'hui, je pense que ce n'est pas d'actualité. Et puis il y a ce qu'on appelle la route de la soie maritime, qui fait que, mais ça ce n'est pas ces derniers jours, l'année dernière, ou au début de cette année, les dirigeants chinois sont arrêtés en Grèce pour faire le bilan de leur prise de participation dans le port du Pirée. Pourquoi est-ce que les autorités chinoises ont investi en Grèce? D'abord parce que la Grèce était en crise, et c'était pour bien démontrer qu'ils soutenaient la Grèce et l'euro dans cette circonstance, qu'on n'a pas remarqué non plus. Et deuxièmement, parce que c'est la Méditerranée et que c'est l'Europe du Sud. Donc alors vous citez le Pirée, la prise de participation dans l'aéroport de Toulouse. Oui, écoutez... c'est anecdotique? Ce n'est pas du tout anecdotique, c'est stratégique. Dites-vous bien une chose, c'est que si Airbus, qui a des intérêts absolument considérables en Chine, s'était opposé à cette prise de participation, jamais ça ne se serait fait. Donc, au contraire, ne retombons pas dans le fantasme du péril jaune de 1903. La Chine est aujourd'hui un partenaire et un formidable marché. C'est tout. Donc s'il y avait un risque stratégique sur l'aéroport de Toulouse, croyez-moi, Airbus, ce ne sont pas les enfants de cœur non plus. En revanche, c'est le premier marché d'Airbus. Donc un empire du milieu qui se tourne de plus en plus vers l'extérieur, à la conquête des marchés, mais qui est aussi une opportunité fantastique qu'il faut regarder de très près. Alain Boublil, je vous remercie pour ces explications. Merci beaucoup. À bientôt.